Alors, bon après-midi, Madame Alongba. Merci d'avoir pris le temps pour nous parler de ce social bond. J'aimerais commencer par vous demander de vous introduire à notre audience. Bonjour Boom, je suis Eliane Alamba, directrice générale de BOA Capital Securities, membre du groupe BMCE Bank of Africa. BOA Capital Securities est membre du consortium de co-chefs de file qui dirige le placement de la transaction électricité pour tous. Superbe. Merci, Madame Alongba. Superbe. Merci. Donc, pouvez-nous nous présenter vraiment brièvement l'opération et l'émetteur? Alors, cette transaction consiste en une émission d'obligations d'une taille de 60 milliards de francs CFA en trois tranches, avec un émetteur qui est le Fonds commun de titrisation de créances dénommé Électricité pour tous, et le cédant, celui qui cède ses créances au Fonds Électricité pour tous, est le fonds du programme Électricité pour tous. Superbe. Merci. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui est une obligation à caractère social? Alors, une obligation à caractère social, c'est une obligation dont l'utilisation des fonds est clairement définie à l'avance et qui doit servir à régler une cause qui impacte la communauté. Donc, une question de logement, une question d'accès à l'électricité, à l'eau, tout ce qui va rentrer dans l'atteinte de l'amélioration des conditions de vie de la population peut être considéré comme obligation sociale. Alors, il y a une liste de critères bien précise que les spécialistes détiennent et qui permet de certifier les obligations. Dans le cas précis de cette opération, la certification a été accordée par Moody's, qui a donné un avis. Et veillant à ce que tous les critères d'obligation sociale soient respectés, Moody's a pu émettre cet avis. D'accord. Merci. Et donc, c'est ce qu'on appelle un social bond en anglais. Exactement. Et donc, quels sont les objectifs de cette transaction? Et si vous pouvez un peu nous dire les principaux participants à cette opération. Alors, l'objectif de cette transaction, c'est déjà pour le fonds électricité pour tous de lever des fonds, de trouver une alternative au financement ordinaire pour pouvoir financer son programme. C'est un programme qui a été lancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire depuis 2014. C'est un programme qui permet l'accès à l'électricité aux ménages aux revenus modestes, et donc, l'électrification leur est accordée moyennant des tarifs très faibles de 1 000 francs, par exemple, pour accéder à un compteur prépayé. Jusque-là, depuis 2018, 2 millions de foyers ont été raccordés. L'objectif du gouvernement dans les prochaines années, c'est d'arriver à 3,5 millions de foyers raccordés. Le fonds électricité pour tous cède donc ses créances au Fonds commun de titrisation de créances électricité pour tous. Et de cette façon, il pourra lever 60 milliards qui serviront à financer l'acquisition de compteurs électriques pour les ménages qui sont la cible de ce programme. D'accord. Allez-y. Oui, pour répondre sur les participants de l'opération, c'est une opération qui a été arrangée par Africa Link Capital Structuration, qui est une banque d'affaires spécialisée dans l'accompagnement de gouvernements et d'entreprises. L'opération est pilotée du point de vue du placement par le consortium constitué de BOA Capital Securities et de NCA Finance. Le cédant, on en a parlé précédemment, le cédant Fonds électricité pour tous. Et c'est une opération qui a la particularité de voir deux investisseurs de référence. Le premier, qui est la Société financière internationale, qui vient à hauteur de 30 milliards sur l'opération. Et le second, dont le montant n'est pas encore connu et l'identité sera révélée une fois que l'opération aura commencé, qui vient également en investisseur prise ferme.
Merci. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est IFC, qui est une branche de la Banque mondiale, n'est-ce pas? Exactement. D'accord, merci. Et donc, quel est le taux de défaillance historique des ménages dans le cadre de ce programme? Et si vous pouvez un peu nous parler des mécanismes mis en place pour assurer le recouvrement ponctuel et remédier aux défaillances potentielles, étant donné le caractère social de cet investissement, il faudrait bien que les investisseurs se retrouvent sur un plan économique et donc s'assurer que le taux de défaillance soit bien géré et que les mécanismes de recouvrement soient ponctuels et puissent être mis en place. Je dois vérifier ce taux parce que je n'ai pas tout à fait, mais je vais le donner et on OK, corrigera s'il faut. OK, Heu, le taux de défaillance des ménages qui bénéficient du programme électricité pour tous est d'environ 5. Alors, il faut OK. savoir que c'est une défaillance qui est provisoire. En général, tout le monde paye sa facture d'électricité d'une manière ou d'une autre. Surtout quand certains compteurs prépayés, le foyer ne pourra plus se connecter au réseau électrique tant qu'il n'a pas payé la facture précédente. Donc, on va observer des moments où ils peuvent avoir un retard, ou peut-être qu'ils sont absents de leur maison pendant un mois. Ils auront manqué le paiement de leur facture, mais quand ils reviennent, la facture est payée. Et même s'ils déménagent, de toutes les façons, les impayés de la location précédente, les suivent. Donc c'est à chaque fois un taux de défaillance qui est provisoire et qui est jugulé par le recouvrement qui est fait par le Fonds électricité pour tous. Alors sur l'opération, puisqu'on peut avoir aussi le profil de ménage qui était éligible, pour le programme électricité pour tous et qui par la suite acquiert un compteur ordinaire en poste payé et qui va sortir de la population des, des prépayés à un moment. Donc, on va avoir ce genre de profil et c'est ce qui fait que pour pouvoir gérer ce genre de profil des personnes qui évoluent, c'est plutôt positif. Donc, ils n'ont pas d'électricité au départ. Après, ils commencent à mettre plusieurs appareils, ce qui fait que le compteur prépayé ne suffit plus. Alors, ils passent sur un compteur qui est Prospère. sur d'un niveau supérieur, exactement. Alors pour pouvoir gérer ces changements, le fonds électricité pour tous a été surdimensionné. Alors le cédant cède 119 milliards de créances pour les 60 milliards que nous allons lever effectivement auprès des investisseurs. Donc on est sur un surdimensionnement de plus de 90, ce qui donne un véritable confort pour l'opération. Ouais. Et La donc c'est à deuxième, non, bah, oui, allez-y, s'il vous plaît. alors c'est le premier mécanisme qui est mis en place pour couvrir le risque. Le deuxième, c'est un risque de performance. C'est la possibilité que les objectifs qui ont été donnés au programme d'électrification pour tous ne soient pas atteints. Aujourd'hui, on parle de rallier 1 million de ménages supplémentaires à l'électrification. Au cas où les millions de ménages n'est pas raccordé, euh, je pourrais le préciser plus tard, on a mis en place un mécanisme pour gérer ce risque de performance. Donc, je rappelle que le principe, c'est d'utiliser les créances qui sont détenues sur des ménages déjà raccordés pour pouvoir financer les ménages qui seront raccordés. Donc, quand on parle de risque de performance, on a identifié les créances de 2 millions de foyers qu'on va utilisé pour financer 1,5 million de foyers complémentaires. Donc, à chaque fois, ce sont toutes les factures que les autres vont payer quand on fait le recouvrement, parce que le FCTC va faire le recouvrement, le Fonds commun d'utilisation de créances. Tout ce recouvrement sert à financer les nouveaux raccordements. Alors, D'accord, l'autre risque aussi, c'est le risque de liquidité, donc qu'on puisse avoir à un moment des décalages entre le moment où le fonds reçoit les créances qui sont recouvrées, le fonds commun d'utilisation de créances, donc vraiment des délais administratifs qui pourraient engendrer un retard. C'est un risque aussi qui a été identifié. Et dans les risques à identifier, il y a aussi toutes ces questions de changement de régulation, changement législatif. On est
dans des périodes où les choses ne sont pas toujours très stables, mais c'est un point qui a été pris en compte et pour lequel je pourrais détailler les mécanismes mis en place. Et on y arrive. Et ce que je voulais rajouter juste sur le taux de défaillance et puis sur le recouvrement, c'est pour tout investisseur qui est en train de considérer investir dans ce véhicule-ci, le fait que le fonds a été surdimensionné donne une certaine protection pour s'assurer que, justement, il y ait de fortes chances que, les recouvrements, soient faits et qu'il n'y ait pas que les défaillances, aussi minimes ou petites soient-elles, n'aient pas un impact négatif sur le remboursement de cette obligation-là. Donc je pense que c'est très important Absolument, de absolument. mentionner la Parce que là, on est perspective. presque sur le double qui a été Voilà, surdimensionné. Donc ça veut dire que, si on arrive à un taux de défaillance particulièrement élevé, on a quand même suffisamment de confort pour pouvoir couvrir les éventuelles défaillances. Sachant que si on arrive à ce niveau de défaillance, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Ça veut dire problème. peut-être qu'on Ouais, est en train de changer d'opérateur ou qu'il y a une question sur le secteur. Mais aujourd'hui, le exactement. secteur énergie, c'est quand même un secteur qui arrive à recouvrer auprès de ses utilisateurs. Donc c'est vraiment l'élément de confort que je voudrais, donner à ceux qui nous écoutent. Exactement, un matelas de sécurité assez important et aussi, vous l'avez bien mentionné, le secteur de l'énergie et l'électricité, plus particulièrement, c'est un secteur, clé dont tout le monde a besoin. Donc, même quand il manque un peu d'argent, on cherche toujours à payer sa lumière pour avoir de l'électricité. Donc, ça fait de ceci un véhicule vraiment très intéressant pour, justement avoir, accès, à cette opportunité-ci. Donc, si on pouvait maintenant, et vous étiez déjà en train d'en parler un tout petit peu, les mécanismes de recouvrement et de renforcement, n'est-ce pas? Tels que les comptes bancaires dédiés à ce fonds et la ligne de crédit, comment est-ce qu'ils fonctionnent-ils pour assurer la sécurité des détenteurs de cette obligation qui vont investir dans ce véhicule-ci? Alors, pour faire face aux éventuels décalages, dus à des retards de virement, des délais administratifs, il y a une ligne de crédit qui est mise en place, qui consiste à ouvrir dans les comptes de la banque dépositaire une ligne qui ne sera activée que si on fait face à ces décalages et qui permettra de couvrir le service aux investisseurs sans qu'il y ait de retard et après, une fois que les fonds reviennent, la banque est couverte sur le crédit qui a été fait. Le deuxième point aussi, c'est qu'il y a un compte de réserve qui sera ouvert à l'issue de l'opération. Dans ce compte de réserve, on va garder en permanence 2 échéances d'avance, toujours pour pouvoir rassurer les investisseurs qu'il n'y aura pas de décalage. Une chose, c'est de savoir qu'on va être remboursé et une autre chose, c'est de savoir qu'on va être remboursé dans les temps. Et donc, tous ces mécanismes permettent d'assurer que l'investisseur recevra ses paiements dans le temps. Donc, dès le départ, on met de côté 2 échéances. Dans toutes les opérations que nous avons eu à faire précédemment, ces 2 échéances sont mises de côté et finalement, elles n'ont pas eu besoin d'être, utilisées parce que tout se faisait, de façon très fluide. Mais c'est toujours un confort de savoir que quel que soit ce qui se passe, même si à un moment, pour une raison ou pour une autre, des systèmes de paiement devraient être suspendus, les fonds sont déjà disponibles pour assurer 2 échéances, donc pour avoir un certain confort sur 6 mois. Exactement. Parce que les échéances sont trimestrielles, c'est ça? Les échéances sont trimestrielles. Alors, on est sur une opération qui se fait sur 3 tranches. Une tranche A à 7 sur 7 ans, une tranche B à 7,25 sur, 10 ans et une tranche C à 7,50 sur 15 ans. La D'accord. tranche A a un différé d'1 an. La tranche B et la tranche C ont des différés de, 2 ans. OK. Donc, il y a une ligne de crédit, n'est-ce pas, qui est déjà garantie pour, en cas de délai de recouvrement pour des raisons administratives, on peut, n'est-ce pas, les investisseurs seront payés. Donc, et donc, cet argent est déjà dans le compte. C'est quoi le terme? C'est quel Le compte? compte de réserve. Le compte des réserves. OK, d'accord, super. Donc ça, c'est très important pour, n'est-ce pas, pour apporter de la sécurité à tous, toutes ceux et celles qui vont décider d'investir
dans cette obligation-ci. Donc, l'autre question que nous avions, c'est une fois coté sur la BRVM, comment envisagez-vous l'activité commerciale pour ces obligations-ci? Alors, sur ce type d'opération, alors la cotation, se fait surtout pour rassurer le client sur la liquidité du titre. Nous avons des clients qui sont en stratégie buy and hold, mais on a aussi des clients qui souhaitent, à un moment donné, sortir de leur investissement. Et le fait de coter, c'est surtout pour répondre à ce besoin de sortir à des moments, intermédiaires avant la maturité de l'instrument. Mhm. En général, les obligations du marché secondaire ont des cours qui ne fluctuent pas beaucoup. Les cours restent relativement stables et nous veillerons à ce que les cours restent relativement stables à partir des informations qu'on va donner sur le fait que les choses fonctionnent bien, pour qu'on maintienne le cours, et que ce cours reflète la valeur de l'obligation. Donc c'est cette stabilité-là qu'on va assurer lorsque le cours sera coté, lorsque le titre sera coté. Une autre question que vous aviez posée, c'est comment est-ce qu'on voit le niveau de trading? Heu, alors comme je disais, en dehors de certains institutionnels qui vont garder le titre jusqu'à maturité, on anticipe que les particuliers auront envie de sortir du titre à un moment. Une maturité de 7 ans parfois peut être longue pour un particulier. Il peut avoir envie de sortir. Heu, le marché secondaire sera là pour assurer cette sortie. Et donc, la cotation sur la BRVM, elle est estimée pour quand? Alors 3 mois après la clôture de l'opération, dans les 3 mois après la clôture de l'opération. Donc, on parle là d'à peu près janvier ou peut-être Janvier. février? Oui, Ok, si janvier. l'opération est prévue pour finir le 23 octobre, la date de jouissance sera calculée 5 jours ouvrés après cette date de clôture, ce qui nous conduira à la fin du mois d'octobre Ok, et la cotation sera faite au plus tard à la fin du mois de janvier. ok, superbe. Merci. Et donc, compte tenu des objectifs du fonds de raccorder 3,5 millions de ménages, des financements supplémentaires ou des émissions d'obligations sont-ils prévus à l'avenir? Oui, tout à fait. Il est prévu de faire une deuxième tranche de cette opération, plutôt à horizon, 2024. Ok. Donc on se laissera avec le cédant, l'arrangeur, 18 à 24 mois pour faire une deuxième émission. D'accord. Avec les mêmes investisseurs principaux ou bien, Alors peut-être que ça changera, peut-être que les conditions de marché seront différentes, donc tout dépendra du contexte au moment de la prochaine émission. mais il y a pour intention de revenir sur le Bien sûr, marché bien pour une sûr, autre. OK, d'accord, super. oui. Ça, c'est très bien à savoir et donc, heu, le PEPT a connu une croissance, substantielle entre 2024 et 2022. Quel est le taux de croissance prévu? 2014 et 2022, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, tu avais dit 2024. Oh pardon, pardon, et 2022, quel est le taux de croissance prévu pour les années à venir et quel pourrait être l'impact d'un ralentissement, heu, de ce taux sur le service, de ces obligations-ci? Ça aussi, le taux reste à confirmer, le taux de OK, croissance. Mais c'est un taux qui va décroître de façon naturelle, plus on aura des foyers qui sont raccordés. Mais, alors pardon. Est-ce que je revois la question. OK, Oui, quel sera l'impact de cette décroissance, hein, du taux sur le exactement, service de la dette? Le exactement, le en fait, ça n'aura pas d'impact parce que l'opération, comme on dit, est faite à partir de ceux qui sont déjà raccordés pour financer ceux qui arrivent. d'accord, Donc on aura tous ceux qui ont été anticipés cette année et les années à venir, qui auront été, raccordés, donc qui viennent enrichir le portefeuille de créances potentiellement cédables, par le cédant. Et si demain, on a beaucoup moins de foyers à raccorder, ça veut dire qu'on fera des opérations de taille différente, de taille plus petite
avec des caractéristiques qui seront, on ne sera peut-être pas sur 60 milliards, peut-être que dans les années à venir, alors la prochaine, c'est sûr, on sera à peu près à la même taille, et dans les années à venir, on sera peut-être sur 20 ou 30 milliards pour pouvoir financer les nouveaux ménages qui sont raccordés. D'accord. Donc, pour les investisseurs, le changement de croissance ne va pas influer sur les obligations qui auront déjà été émises. Le taux restera le même jusqu'à maturité. Mais Absolument. pour les nouvelles obligations, en fonction, n'est-ce pas, des besoins et de la nature de l'environnement, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura de nouveaux taux qui seront mis en vigueur pour de nouvelles obligations. C'est tout à fait ça. Et donc, pour tous les investisseurs qui vont écouter ce recording sur Daba, pourquoi est-ce qu'ils devraient investir ou considérer d'investir sur cette opération en particulier à travers ce programme? Alors, cette opération présente l'avantage d'être une opération sur un instrument à taux fixe. Donc, nous sommes sur une obligation qui permet d'avoir un taux d'intérêt connu à l'avance. Donc, nous avons indiqué que nous avions trois taux avec trois maturités, 7%, 7 ans, 7,25, 10 ans, 7,50, 15 ans. Il faut savoir que la tranche de 15 ans est entièrement souscrite par la Société financière internationale, IFC, Groupe Banque mondiale, et les tranches qui seront ouvertes au public sont les tranches de 7 ans et de 10 ans. Donc, ce sont des taux qui défient ce qui peut exister comme instrument de placement en épargne classique. Les comptes d'épargne classiques dans nos zones sont à 3,50 bruts. Les comptes d'épargne hors de la zone UMOA sont rémunérés différemment, mais n'atteignent pas des taux de 7% bruts. Il faut rappeler qu'il s'agit de taux bruts sur lesquels un impôt sur le revenu des valeurs mobilières sera prélevé à la source, et ce taux représente 2%. Donc, le taux de 7% brut revient à un taux de 6,86% net. Le taux de 7,50% revient à un taux de 7,01% net. Alors, l'autre raison pour que les investisseurs de DABA souscrivent à cet instrument, c'est aussi pour avoir une contribution concrète aux efforts de développement des pays de l'UMOA, en particulier la Côte d'Ivoire pour cette fois, participer de façon active à ces questions d'électrification de nos pays. On sait que l'accès à l'énergie est clé pour développer une économie. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'électrification de nos pays, et c'était surtout la grande différence, c'est que précédemment, quand on parlait d'électrification, c'était qu'on installe les pylônes dans les zones défavorisées. On installe les pylônes et après, les foyers doivent aller prendre un compteur ordinaire, et comme les compteurs coûtent cher et l'abonnement coûte cher, finalement, ces foyers-là n'avaient pas accès à l'électricité. Le village avait de la lumière, mais pas les foyers. La particularité de l'opération, c'est qu'on prend l'électricité du pylône jusque dans le foyer. Donc, ça transforme vraiment la vie des populations. Et on le voit. On le voit sur les foyers qui ont été raccordés. La vie change pour une personne qui avait des enfants qui peut-être ne pouvaient pas étudier parce qu'il n'y avait pas d'électricité le soir chez eux. À un moment donné, les enfants peuvent étudier. Ça se ressent dans les résultats. Ça se ressent dans l'équilibre familial, puisque désormais, on peut aussi faire des courses et conserver plus longtemps, on maîtrise mieux le budget. Donc, il y a ce côté social est un critère à prendre en compte pour les investisseurs de DABA qui nous écoutent. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des instruments qui vont être aussi clairs dans l'usage des fonds qui sont levés. Et pour nous, c'est vraiment l'opportunité pour tous les investisseurs, qui soient de la zone UMOA ou de la diaspora, ou en dehors d'une origine liées à la zone UMOA. S'ils sont intéressés par les problématiques d'accès à l'électricité, d'atteinte des objectifs de développement durable, le fonds commun de titrisation de créances électricité pour tous est une opportunité d'investissement. Superbe, ça c'est très bien dit. Donc, pour résumer, il y a des rendements fixes attrayants qui battent ce qui est aujourd'hui offert sur des comptes d'épargne classiques et qui sont aussi très compétitifs
en fonction de l'épargne qui est offerte hors UEMOA, mais aussi le caractère à impact social de cette opération qui impacte directement la vie de millions de ménages en Côte d'Ivoire. C'est bien résumé. Et donc, pourquoi est-ce que BOA Capital s'associe-t-elle avec des entités telles que DABA dans le cadre de cette transaction? Pour nous, c'est important de s'appuyer aussi sur les partenaires qui ont une amplification différente de la nôtre. Nous sommes présents sur la zone UMOA, nous avons une clientèle à travers le monde, mais nous n'avons pas le profil de clientèle qui pourrait être inscrit sur la plateforme d'ABA, qui a une approche qui est peut-être différente de la clientèle que nous avons de façon ordinaire. Et être en partenariat avec DABA nous permet d'élargir la cible. C'est surtout le but de ce partenariat. Et Merci. montrer également que sur la zone, on a des instruments qui peuvent être attractifs. Exactement. Et nous, à Daban, nous sommes très contents de pouvoir être en partenariat avec vous pour justement démocratiser l'investissement dans des opportunités à forte qualité telles que celle-ci. Alors, pour conclure, quel est le message que vous souhaiterez transmettre aux investisseurs potentiels qui sont non seulement intrigués par cette opération-ci, mais plus largement le potentiel du marché de l'investissement en Afrique actuellement? Alors, j'invite tous les investisseurs de DABA à rester à l'écoute de cette opération qui commence le 9 octobre et qui devrait se terminer le 23 octobre. C'est une opération qui est une obligation sociale, qui est une véritable opportunité de participer au développement de nos États. Les taux sont attractifs, les maturités sont intéressantes, les modes de remboursement également, puisqu'on va se retrouver à l'issue des périodes de différé, on se retrouve avec des paiements qui sont trimestriels. Et donc, les investisseurs de DABA peuvent s'intéresser, peuvent souscrire, ils peuvent manifester leur intérêt de souscrire auprès de DABA. Ils peuvent poser des questions complémentaires à DABA pour que nous puissions y répondre. Et, euh, et pour nous, une fois qu'ils auront pris l'habitude de ce type d'instrument, ils verront qu'il y a d'autres opportunités en termes d'instruments de placement à taux fixe sur notre marché financier. Superbe. Merci. Merci beaucoup, Madame Alongba. C'était un plaisir de vous avoir et de pouvoir parler Merci de à cette vous, merci à Daba. opportunité-là. Et merci pour votre temps. Merci à vous.